Comme vous le savez, à la fin de la législature précédente, en mai, il y a deux textes qui ont été votés. L'un qui posait le cadre pour la médiation de dette amiable et l'autre qui insérait de nouvelles dispositions dans la lutte contre le surendettement. Ces deux lois, évidemment, ont un impact direct sur votre métier de médiateur de dette. Et donc, on a voulu, via ce webinaire qui est organisé donc en commun avec les 4 centres de référence wallons en médiation de dette, le centre d'appui de la région Bruxelles-Capitale et l'Observatoire du crédit, on a voulu organiser ce webinaire pour partager avec vous des documents qui vous aideront dans votre pratique quotidienne à intégrer justement ces nouvelles dispositions. Juste quelques informations pratiques. Donc, le webinaire est enregistré. Vous aurez accès à l'enregistrement par la suite. Dans votre espace personnel, suite à l'inscription, on placera le PowerPoint et sur les différents sites des partenaires, par la suite, vous retrouverez la FAQ, le modèle de convention et l'enregistrement. Juste pour votre information, la FAQ qui vous a été envoyée en même temps que l'invitation, elle est déjà en train d'évoluer. Et donc, soyez bien attentifs quand on vous enverra les documents. Sur la page de garde de la FAQ, à chaque fois, il y a la date d'actualisation, donc de bien vous référer au document le plus récent. Alors, comme on est très nombreux, aujourd'hui, on va pratiquer uniquement avec des questions par écrit qui seront posées à la toute fin de session aux orateurs. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, de vous présenter la structure des outils qu'on a créés en commun. Malheureusement, vous allez le voir, on n'a pas encore toutes les réponses à toutes les questions, mais on fait au mieux pour vous informer au fur et à mesure. Alors, une information, je pense, la plus importante du webinaire, on a appris ce week-end que la date butoir du 1er juillet, date à laquelle les services de médiation de dette avaient l'obligation de faire déposer un avis de médiation de dette amiable au sein du fichier central des avis de saisie, cette date du 1er juillet, elle est reportée. Et donc, Monsieur Debré, j'espère que vous êtes là. Je vais vous laisser peut-être la parole pour dire quelques mots sur ce report. Euh, je ne sais Oui, pas. Oui, bonjour. bonjour à toutes et Merci, tous. merci d'être là. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être sur ce report? Je reprécise que vous êtes donc le président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Voilà. Merci en tout cas de me donner la parole. Je voudrais juste dire peut-être un tout petit mot d'introduction. Je pense que ce projet ici montre bien l'importance en fait de travailler ensemble dans l'intérêt du citoyen. C'est notre volonté en tant qu'officier public, on l'a toujours été, et je sais que les rapports entre nos services n'ont pas toujours été au beau fixe, mais on a une volonté au sein de la profession vraiment de travailler avec vos services parce qu'on se rend compte que c'est une nécessité absolue pour le public que de pouvoir apporter des aides qui leur sont adaptées. Et l'huissier de justice est souvent confronté et assez démuni face à des situations compliquées et qui ne savent pas en fait très bien vers qui, comment et pourquoi les diriger. Et je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble pour une meilleure compréhension de nos métiers respectifs et de permettre à ce moment-là de rendre ensemble un meilleur service aux citoyens, surtout à ceux qui sont bien entendu en difficulté. Alors en ce qui concerne ici le fichier central des avis de saisie, en fait, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est qu'il y a encore un arrêté royal qui doit sortir. Donc, nous avons regardé s'il était possible de passer outre en quelque sorte, mais d'avis avec le cabinet, il n'était pas prudent d'avancer et donc de publier ces avis sans d'avoir la base légale nécessaire. Voilà. Alors, l'arrêté royal, en fait, doit fixer le modèle et donc aussi les données qui s'y retrouvent, et c'est bien là que se retrouve la problématique. Et donc actuellement, le projet d'arrêté royal, et donc en fait, nous sommes tout simplement victimes du changement de gouvernement. C'est là qu'est la difficulté. Le nouveau cabinet, en fait, a mis du temps aussi à se mettre en place, ce qui est logique, normal. Et donc ici, ils étaient particulièrement
sur toute la problématique des prisons. Et donc, il a fallu nous batailler ferme en quelque sorte pour leur faire prendre conscience de l'urgence et de l'intérêt de prendre un arrêté royal. Le temps de le rédiger, bien, il est pour l'instant à l'APD, donc à la protection des données. Et tant qu'on n'a pas un avis de leur part sur cette problématique-là, ben, en fait, on n'est pas à même de pouvoir publier des informations qui sont des informations personnelles, privées, et nous n'avons pas l'autorisation de le faire. Donc, on attend cet arrêté royal. Alors, quand est-ce qu'on l'aura? Ben, a priori, on nous l'annonce pour mi-août au plus tôt. Donc, on espère pouvoir le faire pour début septembre. Super, merci. Donc, en tout cas, ici, l'été sera plus calme que prévu, du coup. Merci beaucoup pour ces précisions. Et évidemment, on vous tient informé de la suite. Pour la Si, suite du webinaire, si vous oui, permettez, je vais bien juste sûr. apporter une dernière précision et puis je me tais. C'est la question de l'accès au fichier central des avis de saisie pour le public. Et donc là, en fait, il n'y a pas de problème de protection des données. Il y a juste effectivement un arrêté royal aussi qui doit arriver, mais qui précise qu'une seule chose, c'est que la consultation se fait de façon électronique. Donc ça, on ne prend aucun risque en organisant déjà l'accès au fichier central des avis de saisie pour le public et donc lui sera bien effectif à partir du 1er juillet. D'accord, merci. Pour la suite du webinaire, donc, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de discuter du modèle de convention que vous avez reçu. Et donc, là, je laisserai la parole à Aurélie Dumédenam qui vous présentera le modèle qui était réalisé en commun. Et ensuite, on laissera la parole à Philippe Ducréneau pour vous présenter la fac qu'on a rédigée. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, en tout cas, je l'espère. Moi, je vais vous parler du travail qu'on a réalisé au niveau du modèle de convention de médiation amiable. Donc, on était aussi en attente d'un arrêté royal qui n'est jamais arrivé et qui proposait justement un modèle type de convention. Et n'ayant pas de retour et surtout ayant énormément de questions, je pense, à ce sujet-là, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble et rédiger un modèle de convention de médiation amiable. Et donc, voilà, je vous montre ici la base légale sur laquelle on s'est appuyé. Donc, comme Caroline vous l'a dit, c'est la loi du 3 mai 2024 qui a inséré le titre 3 relatif à la médiation d'aide amiable dans le Code de droit économique. Et donc, c'est sur ce nouveau cadre légal et plus précisément l'article 19.25, paragraphe 1er du Code de droit économique, qu'on a rédigé, en tout cas la convention, on s'est appuyé sur cette disposition pour rédiger la convention, parce que cette disposition dit bien que la convention doit, en tout cas, fixer plusieurs points. Et donc, il y a notamment la divulgation de tout conflit d'intérêts au moment de la signature de la convention, l'étendue du mandat du médiateur, l'objectif et les limites de la médiation, les droits et les obligations des parties, donc ici je veux dire du médiateur et du débiteur, donc seuls le médiateur et le débiteur sont bien parties au niveau de la médiation, au niveau de la convention, la procédure de plainte du débiteur à l'encontre du médiateur, donc les instances compétentes, les formes et les délais, les règles liées au traitement des données à caractère personnel, l'éventuel coût de la médiation, et enfin l'obligation d'informer, donc obligation qui pèse sur le médiateur, d'informer le débiteur qu'il est nécessaire d'obtenir l'accord de celui-ci au préalable, en tout cas avant d'accomplir certaines tâches, certaines mesures au cours de la mission du médiateur. Et donc tous ces points doivent être repris dans la convention de médiation de dette amiable et sont bien repris dans le modèle qu'on va vous proposer. Et donc la structure se détaille comme suit. Donc comme vous voyez, on a dressé une table des matières et donc on reprend bien à l'article 1 la définition et l'objectif de la médiation dette amiable. L'article 2, c'est la collaboration entre les parties et donc l'accord du débiteur. Article 3, le déroulement de la médiation de dette amiable. Article 4, les obligations des parties, donc les obligations qui pèsent sur le médiateur et sur le débiteur. Article 5, on évoque le coût de la médiation de dette amiable quand il y en a un.
Article 6, c'est la fin de la médiation de dette amiable, donc comment mettre fin et les procédures à respecter, en tout cas les procédures à respecter. L'article 7, c'est les plaintes que le demandeur peut introduire à l'encontre du médiateur. Donc comme je l'ai dit, les instances qui sont compétentes, les formes et les délais. Enfin, vous le verrez sans que je m'étende davantage à ce sujet-là, mais que c'est des choses que vous devez définir aussi en interne. Et article 8, le traitement et la transmission des données à caractère personnel. Et donc, tous ces points doivent bien être repris dans la convention. Et donc, ils sont bien repris dans la table des matières. En plus de cette convention, on a rédigé un mode d'emploi. Ce mode d'emploi est à destination des médiateurs de dette et il doit être lu en parallèle avec le modèle de convention. La table des matières du mode d'emploi suit d'ailleurs la table des matières de la convention. Il faut vraiment faire une lecture parallèle pour comprendre finalement ce mode d'emploi qui est un outil qui est mis à disposition des médiateurs. Pourquoi? Eh ben, comme c'est prévu dans la slide que vous voyez, c'est éclairer et soutenir le médiateur de dette dans le respect de ses obligations légales. Le but, c'est que vous puissiez comprendre toute la portée de la convention, toutes les notions, afin que vous puissiez vous-même mieux transmettre les informations au débiteur lorsqu'il vient au rendez-vous et que vous examinez avec lui tout le contenu de la convention avant signature. Donc, le mode d'emploi fournit vraiment toutes les informations utiles à votre pratique. Et alors, comme je l'ai dit, il développe toute une série de notions juridiques essentielles, le conflit d'intérêts, le secret professionnel également, et toute une série d'autres notions que vous verrez, à la lecture du mode d'emploi. Alors, comme on vous l'a dit, ce sont des documents qui émanent d'une collaboration commune et qui vont évoluer avec le temps. Donc, vous le verrez dans l'avant-propos qui est repris sur le mode d'emploi, mais il est bien stipulé qu'on vous invite à revenir vers nous avec toutes les suggestions et toutes les idées d'amélioration dans le but que ces deux documents puissent évoluer dans le temps, mais surtout répondre de manière adéquate à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous après lecture du mode d'emploi et de la convention de médiation amiable, en tout cas le modèle qu'on vous propose. Voilà, pour la suite, donc là on va parler maintenant de l'avis de médiation de dette amiable et je laisse la parole à Philippe. Je te remercie Aurélie. Je prends donc la parole pour vous présenter l'avis de médiation de dette amiable et donc le dépôt de cet avis en 19 questions. Donc, ce sont les 19 questions qui ont été extraites de la foire aux questions, donc de la FAQ, parce que ces 19 questions nous paraissent essentielles dans le cadre du webinaire. Alors, comment mon exposé se présentera-t-il? Il y a 3 parties. Une première partie qui est consacrée au dépôt de l'avis. La deuxième partie sera consacrée aux effets de l'avis. Et enfin, la troisième partie concernera le coût de l'avis. Commençons la première partie, le dépôt de l'avis. Il y a 13 questions en rapport avec ce dépôt de l'avis. Et la première question, c'est la question de base dans toute formation, c'est la disposition légale pertinente. Alors ici, la disposition légale pertinente, c'est l'article 1390 octies du Code judiciaire. Je vous en livre l'essentiel. Lorsque le médiateur de dette entame une médiation de dette amiable, il fait déposer par un huissier de justice qu'il désigne un avis de médiation de dette amiable dans le fichier des avis. Alors, de cette disposition légale, il faut extraire, à mon sens, des notions essentielles. Tout d'abord, il y a une concomitance entre le dépôt de l'avis et l'entame de mission du médiateur. Il faut également constater dans cette disposition que le médiateur de dette désigne un huissier de justice
et qu'il fait déposer l'avis dans le fichier par un huissier de justice qui est le professionnel compétent pour procéder au dépôt de cet avis dans le fichier. Donc, à mon avis, 3 notions importantes, c'est que le dépôt de l'avis doit se faire au moment de l'entame de mission du médiateur. C'est l'huissier de justice qui est désigné par le médiateur et c'est l'huissier de justice qui est compétent pour déposer l'avis à la demande du médiateur. Ensuite, la deuxième question, quel est le but du fichage? Alors, en fait, le fichage fait partie d'un dispositif où interviennent le médiateur pour le débiteur et l'huissier de justice. Et en fait, il y a lieu de mettre en relation le médiateur et l'huissier de justice dans l'intérêt du débiteur. C'est-à-dire que par le fichage, donc l'information qu'existe une médiation de dette amiable, l'huissier de justice qui est chargé d'un recouvrement amiable ou forcé a l'obligation de consulter ce fichier, de constater l'existence d'une médiation de dette amiable, d'entrer en relation avec le médiateur. Et l'espoir, c'est qu'à partir de cette relation, c'est qu'il y ait une recherche active d'une solution amiable avec également le but d'éviter des procédures d'exécution forcée désordonnées et donc également des frais qui peuvent être inutiles tant pour le débiteur, mais également pour le créancier, à partir du moment où ces frais seraient exposés en pure perte. Donc, retenir qu'en fait, tout le dispositif existant a pour but de mettre en relation le médiateur avec l'huissier de justice dans l'intérêt bien compris du débiteur. Venons-en à la troisième question. Qui doit déposer l'avis de médiation de dette amiable? Eh bien, c'est, je vous l'ai déjà dit, le service de médiation de dette agréé qui doit faire déposer par un huissier de justice l'avis de médiation de dette amiable au fichier central des avis de saisie. Ce n'est donc pas le débiteur, c'est le service de médiation de dette agréé. Quatrième question, et vous le verrez aussi pour la cinquième et la sixième question, ce sont des réponses tout à fait simples, c'est oui ou c'est non. Donc pour l'obligation qui pèse sur le service de médiation de dette, c'est oui. Le service de médiation de dette qui entame une médiation de dette amiable n'a pas le choix. Il y a l'obligation de demander le dépôt de l'avis à un huissier de justice qu'il désigne. La cinquième question, l'huissier peut-il refuser de déposer l'avis demandé? Eh bien non, effectivement, il ne peut pas refuser parce qu'il contrarierait évidemment le dispositif légal. Ensuite, la sixième question, le service de médiation de dette peut-il déposer lui-même l'avis au fichier? Vous le savez déjà, non, puisque c'est une compétence monopolistique dans le chef de l'huissier de justice, et c'est donc l'huissier de justice qui procède au dépôt, évidemment, à la demande du service de médiation de dette. Il faut que vous sachiez aussi que le service de médiation de dette ne peut pas consulter le fichier lui-même. Par contre, M. Debré en a parlé tout à l'heure, le médié pourrait, lui, prendre connaissance ou suivre en tout cas l'évolution de cet avis, évidemment l'avis qui le concerne personnellement et non pas un avis qui concernerait un tiers. Nous venons à la septième question, qui est une question qui a suscité et qui suscite encore un questionnement particulier, qui est entouré également de craintes dans le chef des services de médiation de dette, c'est le marché public.
Crainte également parce que, en fonction de la date du 1er juillet 2025, il y avait une forte inquiétude, voire même une angoisse, par rapport à la mise en application d'un marché public, si marché public il y a. Alors, par rapport à cette question, il n'y a pas de certitude juridique. Il y a des avis qui sont fort partagés quant à savoir si un marché public est nécessaire ou non. En ce qui concerne l'Observatoire du crédit et de l'endettement et les centres de référence, il y a eu une intense réflexion sur la question et nous avons tendance à aller vers un non. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché public ne nous semble pas approprié en l'espèce, en ce sens que, ici, le dispositif est prévu par la loi. Il oblige un service de médiation de dette qui intervient en faveur d'un débiteur, il l'oblige à entrer en relation avec un huissier de justice pour faire procéder au dépôt de l'avis dans le fichier. Et donc, c'est une imposition légale qui met en relation un service de médiation de dette et un huissier de justice. Et à proprement parler, il n'y a pas de contrat comme il faudrait qu'il y ait dans le cadre d'un marché public. Il n'y a pas de contrat à notre sens, au sens strict du terme, puisque le service de médiation de dette répond à une obligation légale et donc il entre en relation avec un huissier de justice. En surplus, il n'y a pas contrat, mais à supposer qu'il y aurait contrat, il n'y a pas un contrat à titre onéreux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aspect financier, le dépôt de l'avis est gratuit, il n'y a pas dans le chef du service de médiation de dette une incidence financière, et même pour l'huissier de justice, à proprement parler, il est défrayé par une caisse de solidarité existant au sein de la Chambre nationale. Et donc là aussi, ce caractère d'à titre onéreux peut être discuté à suffisance selon nous. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de certitude sur la question. Alors, vous pourriez envisager une option sécuritaire et aller dans le sens où, finalement, si il y a déjà existence d'un marché public pour une relation avec un huissier de justice, il serait possible de vérifier s'il y a lieu de faire entrer dans ce marché public pour d'autres services, eh bien, le dépôt de l'avis de médiation amiable de dette et voir éventuellement s'il est possible de jouer la carte de la sécurité par ce biais-là. S'il n'y a pas de marché public existant, eh bien, à ce moment-là, peut-être aller vers une procédure simplifiée, étant entendu que s'il faut parler d'un aspect financier, il faut savoir que pour un huissier de justice qui dépose un avis, il y a un défraiement de 15 €, identiquement également pour la radiation. Et donc, vous le voyez, par rapport à cette mission, l'enjeu financier n'est pas extrêmement élevé et donc il serait peut-être possible d'aller vers une formule simplifiée de marché public en mettant en concurrence l'un ou l'autre huissier sur base de l'un ou l'autre critère, comme par exemple avec quel délai faudrait-il composer pour le dépôt de l'avis. Voilà, ça c'est peut-être une option qui pourrait être suivie, mais encore une fois sous l'angle d'une sécurité, s'il y a lieu de la rechercher, mais encore une fois, au risque de me répéter, nous avons tendance à penser, même si cet avis est contesté par d'autres juristes, nous avons tendance à considérer que le marché public ne s'impose pas dans le cadre ici du dépôt de l'avis. Venons-en à la 8e question. Comment choisir l'huissier? Eh bien, en fait, il y a une liberté totale et donc le service de médiation de dette peut choisir librement l'huissier selon le critère qui lui convient, sous réserve peut-être de ce qui a été dit tout à l'heure à la question 7, mais en tout cas, et continuons dans cette option-là, il y a une liberté totale dans le chef
du service de médiation de dette qui ne doit pas suivre tel ou tel critère. La 9e question, faut-il toujours travailler avec la même étude, donc avec le même huissier de justice? Eh bien non, il y a possibilité, puisqu'il y a liberté, de changer l'huissier de justice par rapport à celui qui a déposé l'avis, et donc il ne serait pas obligatoire de s'adresser au même huissier de justice pour la radiation, mais attention, il est quand même fortement recommandé autant que possible de maintenir la même relation. Pourquoi? Parce que s'il y a changement d'huissier de justice, l'huissier de justice qui succéderait à un confrère devrait obtenir la titularité de l'avis pour procéder à la radiation. Et là, il peut y avoir différentes difficultés, comme des difficultés technologiques et aussi des pertes de temps. Donc, autant être pratique et aller dans le maintien autant que possible de la même relation avec l'huissier de justice. Nous poursuivons avec la 10e question. Quelles sont les informations à communiquer à l'huissier pour le dépôt? Alors, légalement, l'avis doit mentionner l'identité de l'huissier qui dépose l'avis. En ce qui concerne le médié, son nom, son prénom, sa date de naissance, son domicile, le cas échéant, sa résidence, et s'il s'agit d'une entreprise, le numéro d'entreprise donc du médié. En ce qui concerne le médiateur de dette, le nom et les coordonnées. Mais il faut ajouter d'autres notions. Il y a la notion du registre national du médié. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce numéro de registre national est nécessaire pour créer l'avis. Mais attention, ce numéro de registre national n'apparaîtra pas dans le cadre du fichier. Donc il est nécessaire pour créer l'avis, mais il sera invisible. Donc il n'apparaîtra pas dans le fichier lorsque ce fichier sera consulté. En ce qui concerne le service de médiation de dette, il y a lieu de faire apparaître le numéro d'agrément, mais aussi, c'est important, une adresse électronique générale. En fait, ce sera l'adresse électronique qui permettra de recevoir la notification du dépôt de l'avis, d'une part, mais cette adresse électronique permettra également aux huissiers de justice qui sont chargés d'un recouvrement, qui consultent le fichier, d'entrer en relation avec cette adresse électronique créée au sein du service de médiation de dette, et les différents médiateurs devront évidemment s'accrocher à cette adresse électronique générale, donc une adresse électronique qui sera unique pour les intervenants tiers. Je vais en venir maintenant à la 11e question, mais quand même, avant d'aborder un dernier mot, c'est que par rapport à ces informations, il ne sera pas exigé d'accompagner donc la communication à l'huissier d'un mandat ou d'un document quelconque. Il faut savoir aussi, je pense, que la Chambre nationale des huissiers de justice travaille sur un canevas de demande de dépôt d'avis. Ce canevas pourrait être utilisé par les services de médiation de dette. Il n'y aura pas d'obligation, mais dans le sens d'une facilité, d'une commodité, il y a lieu de recommander de suivre ce canevas quand il aura été établi, excusez-moi, et aussi dans le sens d'une uniformisation des pratiques. C'est toujours mieux de travailler avec un seul document plutôt qu'avec une multitude de documents différents. Voilà, désolé, je n'avais pas terminé la question 10 et nous pouvons passer à la question 11. Alors, cette question a donné lieu à d'importantes discussions juridiques au sein de notre groupe de réflexion, comme le marché public. Alors, j'ai établi un schéma pour faciliter, je l'espère, votre compréhension de la problématique. Et en fait, ce schéma répond au prescrit légal
et suit en fait les différentes étapes telles qu'elles apparaissent dans la loi. Alors, comment faut-il concevoir finalement ce processus de la médiation de dette amiable? Évidemment, ça commence par la première étape, c'est qu'il y a une demande d'aide qui provient d'un bénéficiaire. Suite à cette demande d'aide, il y a un entretien qui se crée au sein du service de médiation de dette. Et lors de cet entretien, le débiteur se présente avec différents documents. Donc, il confie au médiateur en face de lui, donc le médiateur qui le raisonne. Au dire de la loi, il y a lieu d'établir une convention, c'est ce qui vous a été expliqué tout à l'heure par Aurélie, et c'est l'article 19.25 du Code de droit économique. Donc c'est cette convention qui prend la forme d'un modèle qui a été créé par nos services à votre attention. Donc c'est de cette convention que tout part. La question, c'est de savoir, est-ce que parce que la convention est signée, est-ce qu'il y a nécessairement l'entame de mission, une entame de mission immédiate? Je vous rappelle que, au dire de la loi, à partir du moment où il y a entame de mission du médiateur, il doit y avoir de manière concomitante le dépôt de l'avis au fichier pour qu'un huissier de justice chargé d'un recouvrement puisse savoir qu'il y a une médiation de dette amiable et entrer en contact avec le médiateur. Et là, il y a eu cette réflexion et en fait, en réfléchissant intensément, nous nous sommes aperçus qu'en analysant la loi de façon chronologique, l'article 19.25 qui fait part donc de cette convention à signer avant la mission, eh bien, est suivi d'un article 19.26, et cet article 19.26 indique qu'il y a des entretiens qui doivent se faire entre le médiateur et le débiteur. Pourquoi? Parce que le médiateur doit s'assurer que le médié a parfaitement compris le cadre et les limites de la médiation de dette amiable. Il doit également lui expliquer quels sont les droits et les obligations des parties à la convention. Il doit s'assurer de la pertinence de la médiation de dette amiable en fonction des éléments qui lui ont été apportés par le débiteur, mais également, il doit présenter au débiteur des solutions alternatives éventuelles. Il y a donc tout un travail que le médiateur doit faire vis-à-vis du médié. Ce travail est spécifié à l'article 19.26 Code de droit économique. Et ce n'est qu'après ce travail préparatoire et que la décision d'orienter le médié vers une médiation de dette amiable, et donc il y a à ce moment-là l'entame de mission, c'est l'article 19.27 du Code de droit économique, c'est là qu'en fait, il y a lieu de procéder au dépôt de l'avis au fichier central pour qu'un huissier de justice chargé d'un recouvrement puisse connaître l'existence de la médiation amiable et donc entrer en contact avec le médiateur. Et donc, comme vous le voyez, entre la signature de la convention et l'entame de mission, il y a un passage obligé, parce que la loi le prévoit, passage obligé dans le cadre duquel il y a un travail préparatoire qui se fait dans le chef du médiateur au profit du médié. Je vous en ai livré l'essentiel, c'est l'article 19.26. Et c'est après ce travail préparatoire qu'il y a donc l'entame de mission, si la décision a été prise d'aller vers une médiation de dette amiable, et donc le dépôt de l'avis. Une fois que l'entame de mission se fait, comme vous le voyez, c'est l'article 19.28
l'article 19-29, où là, il y a à la fois une analyse approfondie de la situation personnelle du débiteur, l'établissement d'un budget, mais aussi l'autre aspect, l'inventaire des créances ou des dettes selon, dans le chef du médiateur. Et donc, il réalise ce travail et en parallèle, il y a la possibilité à ce moment-là de voir arriver auprès de lui des huissiers de justice chargés d'un recouvrement et, comme vous le savez sans doute, mais apparaît ce délai d'1 mois dans le cadre duquel, à partir du moment où il y a une prise de contact venant d'un huissier de justice, a priori, le médiateur doit, dans le délai d'1 mois, réagir par rapport à l'huissier de justice, entrer en relation avec lui, établir un dialogue et tenter de trouver une solution amiable avec lui pour éviter des procédures d'exécution forcée coûteuses, onéreuses, tout en sachant que ce délai d'1 mois n'est pas, j'y reviendrai plus tard, ce délai d'1 mois n'est pas prévu comme un moratoire. Mais donc, voilà le dispositif légal. Avec l'étape 7, eh bien, c'est la négociation avec les créanciers. Je l'ai déjà évoqué. Et donc, ce fameux délai d'1 mois dans le cadre duquel le médiateur doit réagir s'il est contacté par un huissier de justice. Donc, vous le voyez, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre la mission du médiateur qui doit faire un travail préparatoire pour qu'il puisse, autant que possible, prendre connaissance de la situation du débiteur, tant personnel qu'à travers son endettement, et qu'il puisse à ce moment-là réagir au mieux quand un huissier de justice entre en contact avec lui pour essayer de trouver la meilleure proposition possible afin justement d'arriver à une solution amiable. Mais là aussi, il s'agit d'une interprétation et donc, voilà, de bonne foi, voilà comment, à notre sens, il faut procéder. Nous sommes bien conscients que cette interprétation de la loi a été créée alors que la médiation de dette amiable existait déjà factuellement. Et donc, dans les CPS, il y a des quantités de pratiques qui se sont mises en place et il y a même des pratiques divergentes entre les CPS. Et donc, il y aura nécessairement difficulté à appliquer la loi par rapport à toutes ces pratiques divergentes et certainement que c'est au fur et à mesure de l'application de la loi, il faudra qu'elle fasse ces maladies de jeunesse, qu'une certaine certitude, je l'espère en tout cas, pourra apparaître dans le futur. Après ce passage relativement long sur la question 11, nous pouvons passer à la question 12. Alors, est-ce que le dépôt de l'avis de médiation a un impact sur les dispositions régionales Wallonie ou communautaires Bruxelles visant l'agrément et la subvention des SMD? Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le texte régional communautaire qui impose un mode de fonctionnement pour obtenir un subside ou un agrément n'a aucun impact sur la législation fédérale qui encadre le processus de médiation de dette. Donc ça, c'est le Code de droit économique, et l'avis de médiation de dette amiable quant à son dépôt au fichier, et là, c'est le Code judiciaire. Les textes du Code de droit économique et les textes du Code judiciaire s'appliquent, quelles que soient les dispositions en matière régionale ou communautaire dans le cadre du processus de subside. A priori, le processus de subside doit en fait suivre le dispositif légal du Code de droit économique ou du Code judiciaire et pas l'inverse. Nous sommes là maintenant en présence de la question 13. Le dépôt de l'avis est-il obligatoire pour les dossiers avant le 1er juillet 2025? Clairement non. Donc,
pour les dossiers ouverts avant le 1er juillet 2025, pour autant que cette date de référence soit conservée tenant compte de l'information récente qui est survenue. En tout cas, pour les dossiers ouverts avant cette date, il n'y aura pas lieu de demander le dépôt de l'avis au fichier, donc un huissier de justice. Nous pouvons passer au slide suivant et nous sommes en présence de la question 19 dans la deuxième partie, les effets de l'avis. Alors, comme pour la première partie, nous démarrons d'une disposition légale. La disposition légale, c'est l'article 1391 bis du Code judiciaire. Quand l'huissier de justice constate que le débiteur fait l'objet d'un avis de médiation de dette amiable, l'huissier de justice informe le médiateur de dette ou le service de médiation de dette de sa mission et du montant de la créance. Le médiateur de dette amiable ou le service de médiation de dette qui a donc été contacté par l'huissier répond à celui-ci dans un délai d'1 mois à compter de la date de la prise de contact. Ça, c'est la disposition légale, donc qui prévoit effectivement que quand un huissier de justice, je l'ai déjà dit auparavant, mais quand un huissier de justice qui est chargé d'un recouvrement constate l'existence d'une médiation de dette amiable, il entre en relation avec le médiateur. La loi ne lui impose que d'informer le médiateur de sa mission et également du montant de la créance dont il est chargé, pour le recouvrement de laquelle il est chargé. Et donc, à partir de là, il y a un délai d'1 mois pour le médiateur de dette amiable ou le service de médiation de dette, donc de répondre à cet huissier dans le délai d'1 mois tel que je l'ai indiqué. La question 21, l'huissier de justice qui consulte le fichier et qui constate qu'un avis de médiation de dette amiable existe, doit-il contacter le médiateur et que doit-il communiquer? Je vous l'ai déjà dit, oui, il est obligé d'entrer en contact avec le médiateur. La loi ne lui impose que d'informer le médiateur de sa mission et il doit indiquer le montant de la créance. Il ne doit pas, a priori, aller plus loin. Mais, à notre sens, il serait judicieux que la pratique s'installe, et je pense que la Chambre nationale encouragera l'huissier de justice à aller dans ce sens, c'est qu'au-delà de la mission et du montant de la créance, c'est que l'huissier de justice informe, peut-être d'initiative, le médiateur d'un décompte détaillé, mais aussi des pièces justificatives de la créance pour que très rapidement le dialogue puisse s'installer de façon efficace entre le médiateur et l'huissier de justice. Si l'huissier de justice ne le fait pas spontanément, rien n'empêche le médiateur, dans l'optique, encore une fois, d'un dialogue efficace, de lui réclamer ces éléments afin de parfaire son information et de pouvoir faire une proposition qui soit tout à fait adéquate. Nous allons maintenant sur la question 22. L'huissier qui déclare un montant et sa mission peut-il comptabiliser un coût dans son dossier de recouvrement? La question, c'est non. Parce qu'a priori, si je me souviens de la question telle qu'elle avait été discutée à la Chambre nationale, je pense que ce coût apparaît déjà dans un montant forfaitaire comptabilisé par l'huissier dans ses frais, et donc il n'y aura pas un coût particulier par rapport à cette information venant de l'huissier. Nous arrivons maintenant à la question 25. L'avis de médiation permet-il une suspension du recouvrement durant 1 mois? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, non. Il n'y a pas de moratoire et donc il n'y a pas d'obligation
pour l'huissier de suspendre la procédure d'exécution forcée. Toutefois, je crois qu'il faut faire appel au bon sens à partir du moment où un huissier de justice est chargé d'un recouvrement, qu'il prend contact avec un médiateur. Je pense qu'à ce moment-là, le médiateur doit, à ce moment-là, être conscient de l'importance de sa mission. Et je pense que l'important, c'est de réagir, d'établir un dialogue avec l'huissier de justice, d'être comme ça dans une dynamique positive pour justement favoriser un échange constructif et donc d'aboutir à une solution amiable qui est dans l'intérêt de toutes les parties. Je pense que c'est ça ce qu'il faut absolument comprendre dans le dispositif légal, c'est de rechercher une solution amiable et donc une solution qui soit équilibrée, c'est-à-dire de trouver un compromis entre les intérêts des deux parties pour justement éviter, comme je le disais tout à l'heure, des cascades d'exécution forcée, des désordres qui sont en fait coûteux, onéreux et qui finalement ne servent la cause de personne. Donc, encore une fois, je pense que le bon sens doit être suivi ici dans l'application de la disposition légale. Nous allons maintenant attaquer la troisième partie. La troisième partie concerne le coût de l'avis. Alors, est-ce que cet avis donne lieu à un quelconque frais, une quelconque dépense? Eh bien, non, puisque pour le service de médiation de dette qui est à l'origine donc de la demande et du dépôt de l'avis, il y a gratuité et donc il n'y a pas dans le chef du service de médiation de dette une dépense quelconque. Donc le dépôt de cet avis est gratuit pour le service de médiation de dette et a fortiori pour le métier. Et enfin, la 33e question, l'huissier qui réagit à l'avis donc du fichier et qui communique des informations au service de médiation de dette, peut-il comptabiliser des frais dans son dossier de recouvrement? Eh bien, encore une fois, non. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a communication du montant de la créance et auparavant de la mission, mais aussi d'un décompte détaillé et de pièces justificatives, soit d'initiative, soit à la demande du service de médiation de dette, tout cela s'apparentera comme une communication de l'huissier de justice vis-à-vis du débiteur dans le cadre d'une information, et donc il n'y aura pas de frais qui pourront être comptabilisés par l'huissier de justice dans le cadre de cette démarche. Voilà, j'ai essayé d'être aussi complet et précis que possible, tout en confirmant qu'ici, il s'agit d'un survol et d'un essai de réponse aux diverses questions qui peuvent se poser en fonction d'une loi existante, mais qui est relativement simple, qui donne lieu à beaucoup de questionnements, beaucoup d'interprétations, et nous avons essayé d'aller au mieux tout en restant prudent pour essayer de vous informer et peut-être, nous l'espérons, limiter vos craintes, voire vos angoisses par rapport à cette problématique légale telle qu'elle existe aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je vais reprendre la parole après Philippe. Donc on va passer sur vos questions, répondre à vos questions. Donc on répondra prioritairement d'abord sur vos questions sur la convention et puis on attaquera avec les quelques minutes qui restent l'avis de médiation. Donc je vais céder la parole quelques minutes à Aurélie pour qu'elle réponde à la question qui était posée par mail et aux deux petites questions qui étaient posées dans la conversation Teams. Je te laisse la parole. Oui, merci Arnaud. La question qui avait été posée par mail, c'était par rapport à l'avertissement. Donc, quand une médiation vient à prendre fin, le Code de droit économique prévoit dans un cas précis qu'un avertissement écrit doit être envoyé. C'est dans le cas notamment où le débiteur, enfin le médié,
viendrait à ne pas respecter les obligations décrites dans la Convention. Et donc là, il y a un avertissement à envoyer, en tout cas c'est ce que le Code de droit économique prévoit, sans prévoir de délai. Et donc on nous demandait de donner des cas précis, en tout cas un exemple concret avec des délais. Faut savoir que dans le mode d'emploi, nous on demande de généraliser cet avertissement à tous les cas justement de rupture de la convention de la part du médiateur. Mais si on doit donner un exemple précis, j'ai envie de dire, si on dit que le premier avertissement prévoit que le débiteur il a 15 jours ou un mois pour s'exécuter, en tout cas répondre à ses obligations et se mettre en ordre, et qu'au bout de ce délai-là, ben, il n'a pas réagi ou il ne s'est pas exécuté, alors dans ce cas-là, le médiateur peut décider de mettre fin à la convention et donc il lui notifie finalement une décision où il dit que la convention prend fin et là débute un délai qui est le préavis et le préavis varie aussi selon les cas de figure, ça peut être minimum 1 mois ou 2 mois aussi en fonction des raisons pour lesquelles la convention vient à prendre fin. Ici, dans le cas de figure, ben, c'est 1 mois minimum, mais rien n'empêche au service de prévoir aussi un délai plus long. Ce sont des délais minimum. Et tout ça, c'est repris dans le mode d'emploi. En tout cas, on essaie d'expliquer du mieux qu'on peut dans le mode d'emploi et aussi dans la convention. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, ça concernait les frais. Alors, il faut savoir qu'en région wallonne, région flamande et pour la COCOF, la médiation d'aide amiable est gratuite. Il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas de coût tout court. C'est seulement pour la COCOM, si je ne me trompe pas, que là, des frais peuvent être réclamés et ils sont prévus par l'article 22 de l'arrêté du collège du 15 octobre 1998. Et donc, tout ça est bien repris dans le mode d'emploi et dans la convention. Donc, on décrit bien pour quels services des coûts peuvent être réclamés. Donc, en tout cas, pour la région wallonne, c'est pas le cas, ni, comme j'ai dit, région flamande et COCOF. Et dernier point, c'est la question, c'était de savoir si le modèle était définitif. Alors non, on a créé un modèle sur base du cadre légal, mais il peut toujours être amélioré. La meilleure preuve, je pense, c'est qu'on s'est dit qu'on allait intégrer sans doute dans les obligations du médiateur l'obligation d'inscrire, de déposer un avis au FCA. C'était pas repris dans le modèle de convention qu'on a conçu initialement, et donc cet élément devra être modifié, et il y a toujours des améliorations à apporter, que ce soit au niveau du mode d'emploi ou du modèle de convention. Et puis chaque service a aussi la possibilité de reprendre, enfin c'est même limite conseillé d'adapter la convention au cas de figure, au dossier, aux particularités du dossier. Et puis rien ne l'empêche aussi d'utiliser sa propre convention et de l'améliorer sur base du modèle qu'on communique. Donc il y a rien de définitif, il n'y a rien de figé. Le but, c'est de donner des outils pour travailler en respectant ce nouveau cadre légal. Je vois qu'il y a encore d'autres questions, mais je me dis si... Il y a juste une, c'est dans le modèle de convention, on ne doit pas parler du dépôt de l'avis au FCA. Oui. Donc ils disent, est-ce que dans le modèle de convention, On y doit a-t-il une pas parler, référence? oui. Alors c'est ce que je disais, on ne l'a pas mis dans le modèle de convention, mais c'est une chose qu'on devrait intégrer, c'est de mettre dans les obligations du médiateur l'obligation effectivement de déposer un avis au FCA, vu que c'est une obligation légale, comme Philippe l'a expliqué précédemment. Mais ce n'est pas encore repris dans le modèle communiqué. Voilà. Eh ben, merci Aurélie. Je vais reprendre la main sur les questions liées à l'avis de médiation. J'ai juste peut-être invité Maître Debray à ouvrir son micro afin de compléter mes réponses. Si tu veux aussi, Il- Arnaud, moi j'ai Oui. compilé toutes les questions qui étaient Ah, dans la conversation par parfait. facilité. Donc, je ne sais pas comment tu veux qu'on procède, mais Je vais d'abord donner la priorité à ceux qui ont posé des questions par mail. d'accord. Et puis Et après, après, je je te pose reviendrai, les mais autres. je vais juste expliquer une seule donnée très importante. Et ça, j'ai vu la question, est-ce que l'avis, c'est la convention? Il faut vraiment avoir en tête que l'avis au FCA, l'avis, ce n'est pas la convention de médiation. L'avis, c'est une mesure de publicité, en fait. C'est un fichier, c'est une base de données, le fichier central des avis, où est repris les avis de commandement, les avis de saisie, les avis de règlement collectif de dette, les avis de cession. Et on a ajouté un nouvel avis, il y en a d'autres d'ailleurs, mais par rapport à une personne en situation de surendettement, le législateur a ajouté un nouvel avis, qui est l'avis de médiation de dette amiable. Et ça, ce n'est qu'une mesure de publicité. Donc ça, c'est l'élément principal. Et
de cet élément découlera plusieurs réponses qui vous sera fournies ici. Maître Debray n'a pas encore ouvert son micro, je vois. Donc, je l'invite à le faire lorsque je vais répondre aux questions. Donc, je vais reprendre les questions qui me sont parvenues par mail. Donc, la première, c'est: dans certains dossiers, nous ouvrons un dossier de médiation uniquement afin de constituer une requête en RCD. Nous n'entamons donc pas vraiment de médiation amiable, car il n'y aura pas de négociation de plan de paiement. Dans ces dossiers-là, est-il nécessaire obligatoire de demander de créer un avis FCA à un huissier de justice, alors qu'on va déposer la requête? Alors là, il faut revenir avec ce que Philippe a expliqué par rapport à la convention. Nous, on a des dispositions régionales. Et les dispositions régionales disent qu'on peut ouvrir un dossier, notamment pour et le valoriser comme tel, quand on fait toutes les démarches pour déposer un règlement collectif de dette, s'il y a un constat d'insolvabilité qui doit être dressé parce qu'on ne sait pas faire de plan amiable, proposer des plans amiables aux débiteurs, on a quand même cette faculté et c'est de la médiation de dette. Comme Philippe l'a expliqué avec le cadre, vous avez vu les étapes, ici, la législation, c'est une législation fédérale. Et la législation fédérale ne tient pas compte de ces dispositions régionales. Donc, la disposition fédérale, elle dit que vous faites signer votre convention et si vous discutez avec la personne lors des entretiens, vous lui proposez les solutions alternatives, règlement collectif de dette, ou bien vous avez en tête que sur base de ce qu'il vous dit, il n'a vraiment pas de ressources, on partira vers un constat d'insolvabilité, on clôturera là-bas, on ne proposera rien aux créanciers. Dans ce cadre-là, vous n'êtes pas, si le débiteur veut cette voie-là, vous n'êtes pas dans une médiation de dette amiable. Et dans ce cadre-là, il n'y aura pas lieu de demander le dépôt d'un avis. Si par contre, vous avez des entretiens avec les personnes, le médier, et qui dit: ah non, d'abord on va tenter la médiation de dette amiable, on va proposer un plan, on va examiner toutes les créances que j'ai, tout mon budget, on va gratter et on proposera un plan. Si au fin de compte, après un an, on voit que le plan même proposé capote, on pourra toujours faire une requête en RCD. Et si un huissier de justice a un dossier d'exécution à ce moment-là, consulte l'FCA, ou une citation à ce moment-là, consulte l'FCA et vous pose la question par rapport à l'avis de médiation, vous pouvez toujours répondre: le dossier ici, le plan qui a été proposé n'est pas viable, on s'oriente vers un règlement collectif de dette. Et c'est également en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, la mesure de publicité. Ici, c'est véritablement le FCA, c'est l'avis de médiation de dette, c'est d'inciter à une discussion entre l'huissier de justice qui agit pour un créancier, l'huissier de justice facilitateur, je reviendrai là-dessus, et le service de médiation de dette ou autre médiateur, avocat, huissier. Donc, c'est vraiment de se mettre en contact et d'éviter des procédures d'exécution coûteuses et permettre à la personne de sortir du surendettement avec un plan viable ou bien avec la possibilité de laisser le temps pour déposer une requête en règlement collectif de dette. Donc, c'est vraiment cet objectif-là, l'objectif de l'avis au FCA, c'est permettre de la discussion et permettre une solution négociée amiable en dehors des exécutions forcées. Donc ça, c'est véritablement le but de l'avis au FCA, et je pense que Maître Debray ne me contredira pas. Il m'entend? Non, je pense que, Arnaud, merci de ce long plaidoyer. Je pense que tout est dit. C'est vraiment une mesure de publicité. Par exemple, le règlement collectif de dette se retrouve également dans le fichier central des avis de saisie. C'est une publicité du règlement collectif de dette à l'égard de tout créancier qui serait amené à un moment donné à mener une exécution. On a la même chose, par exemple, où toutes les saisies se retrouvent dedans. C'est une mesure de publicité aussi pour privilégier la saisie rendue commune, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, par exemple, s'il y a une vente, malheureusement, une vente judiciaire qui est réalisée, eh bien, cette information se trouve dans le fichier central des avis de saisie pour assurer une publicité vis-à-vis de qui? Deux autres créanciers pour dire: attention, il y a une vente, la question de la collectivité, de la saisie, pour participer à la distribution du produit de vente. Et puis deux, aussi comme mesure de publicité en se disant: cette personne a déjà été vendue, donc il n'y a plus de raison, en tout cas a priori, de pratiquer une nouvelle saisie immobilière puisque le mobilier a déjà été vendu.
Donc c'est vraiment le cœur même en fait du fichier central des avis de saisie pour que tout créancier puisse prendre une décision en connaissance de cause de la situation de la partie débitrice, ou en tout cas en ayant déjà une image un peu plus complète que ce qu'on avait avant. Donc, il y a encore une deuxième personne qui nous a posé des questions. Que faire face à des usagers ne souhaitant pas être fichés au FCA puisque le dépôt est obligatoire? Cette mesure ne risque-t-elle pas de dissuader certains usagers d'entamer une médiation? En réalité, le service de médiation de dette, il est obligé, sur le texte de base tel qu'il est pour l'instant, le texte légal tel qu'il est pour l'instant, il est obligé de faire un dépôt dès qu'on rentre dans les conditions de l'entame de la mission. Ça, je reviendrai sur ce point-là vraiment une minute après. Simplement, ici, la personne doit marquer son consentement, et ça, c'est la législation fédérale sur la médiation de dette. Le médiateur ne peut pas agir sans l'autorisation du médié. Demande de décompte, proposition de plan, etc. Il doit toujours avoir l'autorisation du médié. Donc, ça sera repris en début, soit dans la convention, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, soit éventuellement avec un document supplémentaire permettant d'affirmer de manière claire et spécifique son consentement au dépôt d'un avis. Mais sans le dépôt, sans l'autorisation, ben, le médié ne consent pas à la médiation de dette. Donc, pour moi, la médiation de dette ne doit pas être entamée. Quid si l'huissier en charge du dépôt intervient également pour un créancier du médié, existe-t-il des garanties qu'il ne diligente pas rapidement une saisie, sachant qu'aucun délai n'est légalement prévu pour le dépôt? L'huissier de justice qui est désigné ne sera que pour déposer l'avis. Une fois qu'il a déposé l'avis, c'est fini. Et en fait, il aura le même objectif que les autres huissiers, c'est dès qu'il consultera lui-même le fichier, à mon avis, il le fera d'initiative. Le fichier central pourra être ses propres dossiers où il aura l'obligation. Ben, normalement, il devra également prendre contact avec le service de médiation de dette. Mais comme je le dis, ben, pratiquement, il le fera directement. Mais c'est tout. Sa mission, ce n'est que déposer l'avis. Donc, dire que ça va avoir des conséquences, que ça pourrait susciter des dérives chez les huissiers qui mettraient en des saisies, qui patienteraient avant le dépôt et entre-temps vont pratiquer des saisies, etc. Ça me semble peu probable. Si vous le voyez dans un dossier, n'hésitez pas à dénoncer la pratique, et notamment à la Chambre nationale des huissiers. Mais en réalité, il faut aussi avoir en tête que ce fichage, cet avis au fichier central des avis, ça s'intègre en fait dans une série d'autres législations, et notamment dans une loi qui a dans la loi qui a instauré l'huissier facilitateur. Donc, cet avis de médiation de dette s'insère dans la pratique, la nouvelle pratique des huissiers, qui est de trouver des solutions amiables en dehors des voies d'exécution. Donc, si un huissier commence à postposer le dépôt de son avis ou de faire la saisie le plus rapidement possible, selon moi, il y a au moins une faute au niveau de son obligation d'être facilitateur. Et là, je pense que la Chambre nationale pourrait se positionner, en tout cas, l'organe disciplinaire pourrait se positionner sur cette question-là. Mais là, je laisse la parole à Maître Debray. En fait, c'est très simple, hein, on parle d'un abus. Et dès que la question a été posée, on parle d'un abus, donc l'abus doit être sanctionné. Donc c'est tout. Alors, il peut y avoir des erreurs, ça peut arriver, mais si c'est une pratique qui est récurrente, on est clairement sur un abus à différents niveaux, d'ailleurs, au niveau disciplinaire, mais pas que, hein, parce que derrière, il y a aussi l'enrichissement sans cause, il y a des pratiques illégales, donc voilà. Donc, si vous êtes effectivement confronté à ce genre de choses, surtout de façon récurrente, n'hésitez pas à déposer plainte, c'est évident. Mais bon, la recherche, vraiment, en fait, si vous regardez, il y a une proposition de loi qui avait été c'est plutôt un avant-projet, donc il n'est pas disponible, un avant-projet de loi qui avait été préparé dans le cadre de la lutte sur le surendettement. Et dans cet avant-projet de loi, il y avait toute la problématique des contacts entre les CPS et les huissiers de justice. C'est ce que nous aurions voulu mettre en place. C'était
un espèce de signalement automatique auprès des CPS de tout nouveau dossier de recouvrement, qui puisse en fait vous donner une vision claire directement sur des dossiers qui sont déjà ouverts chez vous. Et donc, ça permettrait à ce moment-là, vous avez un dossier de médiation de dette, très bien, vous êtes en guidance budgétaire, ok, eh bien, il y a un nouveau recouvrement, une nouvelle citation, hop, vous avez en automatique un signalement comme quoi il y a une nouvelle procédure qui est active chez un huissier de justice. Et puis, le monde politique n'a pas voulu, il y a eu des levées de boucliers. Pourquoi? En disant que les CPS n'ont déjà pas les moyens de gérer ce qu'ils ont à gérer et que ce serait une surcharge de travail très conséquente et qu'ils n'en voulaient pas. Et donc, c'est tombé à l'eau. Mais donc, c'est pour vous montrer notre volonté, nous, de trouver des solutions structurelles à des critiques qu'on a vis-à-vis de la profession, qui est de dire que les CPS sont régulièrement mis au courant des procédures de façon très, très tardive. C'est vrai, moi, je vois dans mes dossiers que régulièrement, les personnes vont vers le CPS quand ça, au moment où ils ont le placard. Alors qu'en fait, ils sont en guidance budgétaire depuis la citation, mais ils n'ont pas été chez vous. Ni au niveau de la signification du jugement, ni au niveau du commandement, ni au niveau de la saisie. Non, c'est au dernier moment où on vient auprès du CPS, et puis nous, on se retrouve avec des critiques vertes en disant, mais enfin, l'huissier, comment c'est possible d'avoir fait autant de frais? Il suffisait de prendre contact avec nous. Oui, sauf que nous n'avons aucune connaissance du fait qu'il y a un dossier ouvert auprès du CPS et on ne va pas commencer à vous interroger, en tout cas manuellement, systématiquement dans tous les dossiers que l'on ouvre. Et donc ça, c'était l'objectif, en fait, c'était d'essayer de vous avertir le plus tôt possible quand vous avez un dossier de guidance budgétaire, le plus tôt possible de la procédure pour faire en sorte d'engager le moins de frais possible. Nous, notre intérêt, c'est un, que le dossier soit solutionné et deux, qu'on arrête d'avoir des critiques vis-à-vis de la multiplication des frais. Et c'était une mesure intéressante. Bon, alors, on a travaillé du coup dans le cadre de la médiation de dette à l'amiable qu'on a soutenue en se disant, ben oui, là aussi, il y a quelque chose à faire. Et donc, vous voyez le résultat qui est effectivement à l'inverse, où vous donnez l'information, et puis nous, vous donnez l'information au niveau du fichier central des avis de saisie, qu'il y a une médiation de dette à l'amiable qui nous permet, dès qu'on ouvre un dossier, et là aussi, modification législative, puisqu'on a l'obligation de consulter le fichier central des avis de saisie à chaque étape du dossier, alors qu'avant, ce n'était qu'avant la saisie, puis dans un second temps, juste avant le commandement, mais donc aussi au niveau de la citation, nous devons maintenant consulter le fichier central des avis de saisie pour prendre connaissance du RCD et du règlement amiable, et donc de pouvoir directement, avant citation, vous présenter les dossiers pour l'intégrer dans des plans de règlement amiable. Voilà, c'est l'objectif en fait. Et pour rebondir, il y a une question qui a été posée, donc on va la traiter en même temps, sur justement le recouvrement amiable et judiciaire. Les huissiers de justice, il y a d'autres acteurs qui peuvent consulter le FCA, mais les huissiers de justice, c'est eux qui ont l'obligation de répondre à l'avis qui a été déposé, et c'est ceux qui consultent, les huissiers de justice qui consultent le FCA, c'est à partir de la citation. Donc, c'est véritablement les huissiers qui sont à un certain stade. C'est pour justement éviter tous ces frais importants, les frais d'exécution, et les frais de citation, les dépens et les frais d'exécution. C'est justement pour ça qu'on a permis aux huissiers donc, de vous avertir, mais dès le moment de citation. Donc, c'est une mesure qui se veut proportionnée par rapport la publicité, c'est proportionné par rapport à la situation dans laquelle le débiteur est, le médié est. Donc, ce n'est pas les huissiers qui ont un recouvrement amiable, qui sont au stade de la mise en demeure amiable, qui pourront consulter le FCA et vous interroger là-dessus. Donc, vous n'aurez pas non plus tous les huissiers de justice. Bien sûr, vous aurez toujours les huissiers de justice qui ont un dossier en recouvrement forcé et l'huissier de justice, le même huissier, qui a un autre dossier en recouvrement amiable. Même si ce n'est pas obligatoire pour lui, puisqu'il ne doit pas consulter le fichier central dans le cadre de son recouvrement amiable, il y a de fortes chances qu'il prenne également contact avec vous pour déclarer une créance qui est toujours en recouvrement amiable. Il y a une petite question supplémentaire de la personne qui a posé ces questions-là par mail. Désolé pour ceux qui souhaitent partir, mais je vais quand même essayer de répondre au maximum. Donc, désolé pour les autres qui n'entendront pas, mais le webinaire est enregistré, donc vous pourrez revoir la fin de ce webinaire en différé.
Les arrêtés, il y en a une personne qui m'a posé la question sur les arrêtés d'exécution. Ben, pour l'instant, on ne les a pas. Donc ça, je ne peux pas vous informer sur les modes de transmission des informations. Mais dès qu'on aura plus d'informations, on vous communiquera. Il y a également une question. J'ai lu dans la FAQ envoyée par l'Observatoire du crédit que l'avis de médiation de dette serait d'office radié au bout de 5 ans. Pour les procédures de médiation amiable qui dureraient plus longtemps que 5 ans, cela suppose qu'il faudrait redemander le dépôt d'un avis au bout de 5 ans. En réalité, cette période de 5 ans et cette durée de 5 ans, ça fait exception, c'est une exception au principe que les avis OFCA, normalement, c'est 3 ans et ils peuvent être radiés, mais si on veut les renouveler, il y a une possibilité. L'huissier de justice peut renouveler l'avis au bout des 3 ans. Si par exemple son dossier d'exécution n'est pas terminé, qu'il a un avis de commandement en cours, il peut renouveler l'avis si le dossier n'est pas clôturé. Mais ici, on est dans une exception, on n'est pas dans ce principe. C'est un autre article de loi qui vise l'avis de médiation, qui dit d'ailleurs que c'est 5 ans, et cet article de loi ne permet pas de renouveler. Il n'y a pas la même mention que dans le principe où il y a un renouvellement qui est possible. Donc actuellement, au bout des 5 ans, il n'y a pas possibilité de renouveler. De même, vous n'allez pas faire une demande de dépôt d'un nouvel avis puisque vous avez déjà entamé depuis longtemps la médiation de dette amiable. Donc, pour l'instant, c'est 5 ans et vous n'aurez pas la possibilité de faire prolonger cet avis. Mais en principe, si vous êtes là depuis 5 ans, c'est que tous les créanciers ont pris contact avec vous. Ce serait malheureux ça existe, des dettes qui toutes récentes, mais en principe, cette durée de 5 ans doit satisfaire aux besoins de la médiation de dette amiable. Y a-t-il une position de la Chambre nationale par rapport à ça? Non, je pense qu'on partage tout à fait ton avis. La question, c'est que il faut à un moment donné mettre un délai, d'avoir des avis qui ont une durée de vie disproportionnée n'est pas souhaitable. Et donc, il faut à un moment donné une radiation qui soit avec un délai qui est raisonnable. Et donc, le législateur ici a réfléchi par rapport au règlement collectif de dette. Au-delà de 5 ans, un plan de règlement amiable, on devrait normalement ne plus en avoir. C'est déjà un délai qui est très, 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 très long. Si effectivement un tel plan va durer 5 ans, bien, a priori, on irait plutôt vers le règlement collectif de dette. Et donc, c'est dans cette optique-là que ce délai a été fixé, mais il a été, je dis de nouveau, il a été très, très large. 5 ans, en fait, c'est énorme. Donc voilà, qui permet quoi? C'était une chose qu'on avait plaidé, qui permet beaucoup de souplesse, en fait. Voilà, parce qu'au départ, effectivement, il était question du délai de 3 ans. Et on a plutôt plaidé pour un délai suffisamment long pour laisser beaucoup de souplesse aux services de médiation, de guidance budgétaire, de pouvoir négocier des plans. Si les créanciers sont d'accord, pourquoi pas en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a un délai aussi long. Mais donc tous les avis de saisie, quels qu'ils soient, enfin tous les avis dans le fichier central des avis de saisie, quels qu'ils soient, a une durée de validité, après quoi il y a une radiation d'office, mais qui peut être prolongée, mais ça sous-entend effectivement une mesure de prolongation qui soit prise express, mais c'est tout à fait possible. Autre question, faut-il demander l'avis pour tous les dossiers? Donc oui, il n'y a pas d'exception dans le texte de loi. Et pour les dossiers avant le 1er juillet 2025, bon, cette date était celle prévue lors de l'envoi des documents, normalement, on ne doit pas demander pour les dossiers qui ont été ouverts, entamés avant la date d'entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Toutefois, et ça vient d'arriver dans la conversation de la réunion, si on le fait, si le service de médiation de dette dépose quand même un avis pour un dossier antérieur, l'huissier de justice ne contrôlera pas les informations que vous lui communiquerez. Donc, en réalité, il ne se positionnera pas, il acceptera de déposer l'avis. Et je rebondis là-bas sur plusieurs questions, dont celles qui me sont parvenues avant et celle qui est dans le chat. Quelle est la sanction en cas de non-dépôt, de retard de dépôt par le médiateur?
Ben, en réalité, il n'y a pas de sanction qui est prévue dans le texte de loi. Il y a juste le terme déjà entame, il n'y a pas un délai fixe. Et c'est d'ailleurs la grosse problématique parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent mais, dans le chat, mais quand est-ce qu'on va devoir déposer? Est-ce que vous n'avez pas une date fixe? Malheureusement, à cette question-là, on ne peut pas vous répondre. On vous a dit, ben, dès que vous savez que dès que vous avez signé votre convention, plus que vous savez que vous allez faire une médiation de dette amiable. Vous avez informé la partie médiée des différentes solutions qui existent et qu'on s'oriente vers une médiation amiable. Alors là, il faut, selon le texte de loi, déposer l'avis. Mais ça dépend de vos pratiques. Il y en a qui vont rencontrer les personnes bien avant de signer la convention, qui vont tout expliquer, qui vont faire un travail avec la personne. Et dès qu'elles ont signé la convention, ben, elles pourront alors faire déposer directement. D'autres n'agissent pas comme ça. Donc là, malheureusement, actuellement, nous ne sommes pas en mesure de vous donner un moment clé pour déposer, hormis les informations qu'il nous a données. Et je pense qu'on aura la pratique également, que la pratique va se développer et qu'on pourra vous faire un retour par rapport à ça. Et je reviens sur la question de la responsabilité. La responsabilité, c'est la même que lorsque vous ne répondez pas à un créancier qui vous pose une question et qui reprend la procédure d'exécution, par exemple. C'est la même responsabilité. Donc, généralement, la convention prévoit, et c'est le modèle, notre modèle le prévoit d'ailleurs, c'est qu'il y a une possibilité de saisir une personne du CPS qui pourra de déposer plainte auprès du CPS et une personne tierce qui pourra solutionner un problème avec le médiateur qui aurait mal agi ou dont on a l'impression qu'il a mal agi. Mais ici, le dépôt, il faut que ça porte préjudice aux personnes. Il faut que ça apporte réellement préjudice aux personnes pour qu'on puisse engager la responsabilité du service de médiation de dette. Une personne qui est déjà depuis, qui est quand même solvable, qui est face à un créancier qui est ultra privilégié, un créancier alimentaire, et qu'il dépose l'avis et il dit il voit le service de médiation de dette et il dit vous auriez dû déposer l'avis. Premièrement, l'avis, comme ça a été expliqué, il n'y a pas d'effet suspensif des voies d'exécution. Donc, c'est simplement, on encouragera, l'avis permet d'encourager une solution amiable et d'indiquer aux créanciers, à l'huissier, que la personne est surendettée, donc qu'il y a d'autres créanciers a priori présents et que le disponible n'est pas suffisant que pour payer tout le monde directement, disponible budgétaire, mais véritablement ici, un créancier alimentaire qui continue une voie d'exécution malgré l'absence d'avis, alors que le dossier avait été déjà entamé, le dossier de médiation avait déjà été entamé. Je vois mal comment on pourrait mettre en cause la responsabilité du service de médiation de dette. Et dans les cas de figure que je vois lorsque je vais dans les services de médiation de dette au nom du GILS en qualité de juriste des services de médiation de dette, clairement, je n'ai jamais vu votre responsabilité engagée réellement. Donc, c'est une mesure de publicité. Je pense qu'elle a véritablement vocation à faciliter la discussion avec les créanciers, mais qu'il faudra se lever quand même très tôt pour pouvoir attaquer le service de médiation de dette pour non-dépôt en un certain délai. Si vous ne déposez jamais l'avis, pour moi, ça pourra poser problème. Mais là, si vous tardez, sachant en plus qu'il n'y a pas une notion claire au moment avec l'entame de dossier et on ne sait pas exactement quand déposer, vous avez quand même une certaine latitude, selon moi. Ça sera peut-être précisé par la suite, mais actuellement, nous ne voyons pas comment on pourrait mettre en cause facilement votre responsabilité. Arnaud, je ne sais pas si tu as déjà répondu à toutes les questions. Et non, il en reste encore. Encore? Parce que le temps file et donc peut-être avoir des réponses un peu courtes pour que tout le monde puisse avoir des ce que j'allais dire. Donc, questions. dépôt de l'avis, ça a été répondu. Dépôt de l'avis, malheureusement, on n'a pas de réponse clé, de moment clé à vous donner. On reviendra vers vous avec les pratiques qui auront lieu après l'entrée en vigueur. Et il y a les marchés publics, ça c'est une question très importante, les marchés publics. Donc, marché public, selon nous, il n'y a pas de marché public, mais plusieurs juristes disent qu'il faut un marché public, notamment l'Union des villes et communes en région wallonne. Il y a un article qui a été publié d'ailleurs, et on pourra relayer le lien. Je pense que ça a déjà été fait, en tout cas pour la province de Liège, c'était fait. Et donc, ils encouragent un marché public. Le problème, c'est que le juriste qui a analysé le dossier ne voit pas véritablement, n'a pas connaissance, semble-t-il, de vraiment la spécificité des missions monopolistiques de l'huissier, notamment le fait que l'avis de médiation de dette n'a pas de contrôle juridictionnel. Il n'y a pas de contrôle juridictionnel. Donc, ça,
c'est pour vous dire simplement qu'en termes de clarté par rapport à marché public ou non, ben, il y a déjà un problème par rapport aux réponses qui ont été fournies. Mais là, franchement, si vous êtes inquiet, vous allez voir le directeur général, vous allez voir le juriste de votre CPS, et là, ben, il vous encouragera, à mon avis, à faire un marché public. Dans ce cadre-là, ben, vous regardez si votre marché public que vous avez permet d'englober cette mission-là, la mission de déposer l'avis. Sinon, il y a des possibilités de modifier ce marché public sans passer par toute une nouvelle procédure, puisque c'est véritablement une petite partie, une infime partie du marché général. Et il y a une autre solution, c'est de faire une procédure très simplifiée de marché public où vous faites appel à plusieurs huissiers de justice, vous mettez quelques critères pour les départager. Ça peut aller très vite puisqu'on est dans la 99,99%, je pense, des services de médiation de dette. On est en dessous du montant nécessaire de marché pour passer à un réel marché public avec toutes les obligations qui incombent au CPS. Donc voilà, je pense avoir répondu plus ou moins à toutes les questions. Il y a juste la mesure de publicité avec le registre national, donc qui s'est inquiété. Il y a une personne qui s'est inquiétée avec le registre national, le fait comment l'huissier de justice va savoir si c'est bien la bonne personne. Il faut savoir que l'huissier de justice constitue des fiches parties sur la personne. Et quand il est au stade de la citation ou ou au stade d'exécution, lui, il a déjà tiré le registre national sur la personne. Donc, il a, lui, le registre national. Donc, quand il va interroger la plateforme, le FCA, en disant donnez-moi tous les avis que vous avez sur vous, il vient avec des données, un nombre important de données, le nom, le prénom, l'adresse, le registre national. Et donc, le registre national, la base de données, va trouver la correspondance. Donc, il ne faut pas s'inquiéter en termes d'homonymie. Mais là, je vais laisser juste la parole à Maître Debray pour compléter ma réponse. Non, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, nous interrogeons la plupart du temps sur le numéro de registre national lui-même pour consulter le fichier central des avis de saisie. Juste une chose, donc c'est la problématique qu'on va vous demander le registre national, et donc c'est une des choses qui est bloquante, c'est effectivement la problématique puisque c'est pas prévu dans la loi, de la légalité en quelque sorte de la demande, et donc ça va être arrangé au niveau de l'arrêté royal qui va fixer l'avis en lui-même, mais pas l'avis visible, l'avis de consultation. Et dans l'avis de consultation se retrouve, donc l'avis, de dépôt. Et dans l'avis de dépôt se retrouve toujours le numéro de registre national. Donc ce sera réglé via le modèle lui-même, en fait. Parfait. Il y a juste une dernière question parce qu'il y a quelqu'un qui est... Oui, mais il y a d'autres... Non, c'est pas la dernière, tu sais, il y en a d'autres. Je vais juste répondre à celle-là. Ah, ouais. Un autre huissier de justice d'un autre arrondissement judiciaire, bien sûr que oui. Donc voilà, c'est fini. Une question qui était posée, est-ce qu'il y a une trace, une fois que l'avis est radié, est-ce qu'il reste une trace dans le fichier central? Alors, il reste une trace dans l'avis parce qu'il y a une question de traçabilité en quelque sorte des données, mais elle n'est plus consultable. Donc, l'avis, en fait, est rendu totalement invisible. Il n'y a plus aucune trace pour qui que ce soit dedans, sauf pour les problématiques. Par exemple, je ne sais pas moi, un procureur du roi qui demanderait dans le cadre d'une commission rogatoire avec des problèmes pénaux, on doit être à même de pouvoir, alors à ce moment-là, déterminer, répondre en fait à ces questions. Par exemple, je ne sais pas moi, qui a déposé l'avis, qui a radié l'avis, à quelle date, ce genre de choses. Donc il y a une traçabilité, en fait, il y a toute intervention dans le fichier central des avis de saisie sont tracées, quelles qu'elles soient, qui nous permet d'identifier toutes les manipulations dans le fichier et accessibles que dans ce cas-là. Alors, à ce moment. Il y avait une autre question, je pense que c'est important de préciser. Est-ce que le dépôt de l'avis est bien gratuit pour les CPAS? Oui. Okay. Oui, le dépôt est gratuit. En fait, comme Philippe l'a expliqué, c'est un fonds qui est institué auprès de la Chambre nationale des huissiers qui payera, qui défraiera l'huissier pour le dépôt, mais également pour la radiation de l'avis. Donc ça, c'est les huissiers entre eux, et c'est pour ça que le dépôt nécessitera quand même un travail de l'huissier, puisque l'huissier, il recevra votre demande, mais il devra également faire une demande d'intervention financière à la Chambre nationale. Mais pour le CPS comme pour le médié, c'est gratuit. Alors, il y avait deux questions sur les conséquences du fichage. Donc,
quelles sont les conséquences du fichage pour le métier? Et la deuxième question, c'est voilà, un métier qui voudrait demander un prêt, est-ce que les prêteurs auront accès à l'avis de médiation de dette amiable? Donc, il faut bien séparer le fichier central des avis de la centrale des crédits aux particuliers. C'est d'ailleurs ce que tous les services de médiation de dette qui font aussi du règlement collectif de dette le savent, puisqu'ils doivent consulter les deux bases de données, puisque les deux bases de données sont distinctes. Donc, en principe, il n'y aura pas de conséquences, et j'ai eu même une question par mail sur le titre de séjour, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? Non, en principe, il n'y a pas de conséquences puisque les autorités ne peuvent pas avoir connaissance de ces avis-là. Il y a que les huissiers de justice, mais il y a d'autres. Il y a quand même les receveurs communaux, les directeurs financiers des communes. Il y a le SP Finance qui peut aussi avoir connaissance, mais en principe, légalement, il n'y a pas d'incidence d'affichage, donc de cette mesure de publicité au FCA par rapport aux crédits qui seront octroyés, etc. Et d'ailleurs, les prêteurs n'ont pas accès à cette base de données qui est le FCA. D'ailleurs, quand ils doivent faire une cession de rémunération et faire déposer un avis de cession de rémunération, ils doivent également passer par un huissier de justice qui lui dépose l'avis. Donc, les prêteurs n'ont pas accès à cette base de données. Deux questions sur les conflits d'intérêts. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit d'intérêts si un huissier est désigné pour déposer l'avis, mais qu'il est lui-même désigné par un créancier pour une récupération? Ça, c'était la première question. Je repose des questions auxquelles tu as peut-être déjà répondu, Oui, mais pour utiliser une réponse courte. Et alors, la deuxième question, c'est, donc, pour éviter les conflits d'intérêts, ça, tu as déjà répondu, est-ce que je peux désigner un huissier hors de ma compétence territoriale? Voilà, c'est les deux questions. Donc, Ouais. est-ce que je peux demander à un huissier hors de mon arrondissement? Ben oui, tout en sachant que normalement c'est une mission monopolistique, donc normalement il y a la compétence territoriale qui s'applique. Mais là, je vais laisser Maître Debray répondre à cette question-là. Et deuxième chose, c'est le conflit d'intérêts. Pour moi, que ce n'est que déposer un avis, je vois mal comment l'huissier de justice pourrait avoir un conflit d'intérêts en simplement déposer un avis et également être créancier du débiteur. C'est deux missions qui sont complètement distinctes et l'huissier de justice pour moi, n'aura aucun conflit dans son chef par rapport aux deux missions de casquette qu'il a. Je vais laisser Quentin Debray répondre par rapport à la compétence territoriale. Alors, il ne faut pas oublier que l'huissier de justice, au départ, c'est un officier public. Donc moi, je représente l'État et je prête mon ministère lorsque les gens sont dans la situation de pouvoir le faire. Alors il y a sans doute d'apparence certains qui donnent une vision plus commerciale de la profession. Certes, j'en disconviens pas, mais en tout cas, la règle de base est celle-là. Donc si moi j'ai un client, c'est l'État. Je suis un officier public, c'est comme si on disait est-ce que c'est bien normal que on aille à la commune pour je sais pas faire quoi, alors que le receveur communal, lui, il a une créance sur le même citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de conflit d'intérêt? Ben non. Non, pourquoi? Parce que ce sont des officiers publics également, c'est un service de l'État. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans nos études. Je pratique une saisie, quelle qu'elle soit, mobilière, et j'ai l'avocat du débiteur qui me charge de faire opposition à ma propre saisie. Et donc, à un moment donné, se poser la question de savoir s'il n'y avait pas effectivement un conflit d'intérêts. On a pas mal de jurisprudence en cette matière-là qui dit non. L'huissier est un officier public, doit prêter son ministère dans tous les cas qui s'offrent à lui, et il ne s'agit pas d'une incompatibilité en quelque sorte organisée par la loi, et c'est même une obligation pour lui de prêter son ministère. Et donc ici, moi, ça m'arrive de temps en temps où je travaille en fait pour les deux avocats des deux parties et qui tirent dans un sens en quelque sorte, et puis on me demande de tirer dans l'autre au moment où les jugements sont réformés. Est-ce qu'il y a une incompatibilité? Non, je prête mon ministère de la même façon aux deux parties et je vais informer les deux parties de la même manière dans les deux situations différentes. Et ce qui est basé sur quoi? Sur mon impartialité. Donc ici, d'avoir un dépôt d'avis contre
ou au profit de quelqu'un contre qui j'ai un dossier d'exécution ou de recouvrement amiable, peu importe, il n'y a absolument aucune incompatibilité. D'ailleurs, vous voyez bien, vous passeriez un marché public avec un huissier de justice et qui vous dirait, oh, ah non, attendez, ici j'ai un dossier. Ah mais non, ici non plus j'ai un dossier. Et puis un troisième, ah mais non, ici non plus. Et alors quoi, où il est le service public ça devient à ce moment-là totalement ingérable. Donc l'huissier, lui, déposera l'avis et il va être payé par la Chambre nationale pour le faire et il n'y a pas de problème. Une question sur le changement de médiateur. Donc, enfin, il y en avait trois, mais je les rassemble, hein. Quelqu'un commence une médiation amiable avec un service, il déménage, il y a un nouveau service qui entre en jeu, qui doit faire la démarche pour changer l'avis de médiation de dette amiable. Donc là, il y a eu débat entre les différents organisateurs du webinaire. Actuellement, nous n'avons pas une décision qui est tranchée, raison pour laquelle voilà, je vais rester dans deux solutions. Donc il y a une première voie qui est de dire que la médiation de dette, c'est tout un processus et ça reste malgré le changement de médiateur. Dans ce cadre-là, on devrait demander à l'huissier titulaire de modifier l'avis. Mais problème pratique, c'est tiers ou peut-être le nouveau service de médiation de dette qui continuerait la médiation de dette devrait à présent traiter avec un huissier qui n'est pas celui qui l'aura désigné à la base. Donc voilà, on a un gros problème pratique par rapport à ça. Et donc ça, c'est la première solution, c'est de continuer l'avis, mais de demander un changement d'intitulé quant au médiateur concerné. La deuxième solution, qui est peut-être plus pratique, c'est de dire, moi j'entame une médiation de dette, je suis service de médiation de dette, j'entame une médiation de dette, puisqu'il change de commune, je dois arrêter ma mission, donc j'arrête la médiation de dette que j'ai entamée, je demande la radiation de l'avis à l'huissier titulaire, celui qui avait déposé pour moi l'avis, à charge pour le médier d'aller voir un autre CPS s'il veut continuer la médiation de dette. Et là, il ouvrira un nouveau dossier et on déposera un nouvel avis. Et c'est peut-être la solution la plus pratique. Pourquoi? Parce qu'en changement de commune, il a peut-être changé de situation, tout son budget a peut-être évolué, etc. Donc, c'est peut-être intéressant de montrer aux huissiers de justice qu'on a un nouveau médiateur qui était désigné avec une situation qui va peut-être être changée, modifiée, et donc avec des conséquences sur le plan qui a été négocié. Mais ça, c'est deux visions qui se tiennent, soit continuation de la médiation et changement de médiateur, mais on reste sur la mission de médiation, et celle de dire, non, il y a une première médiation et puis une suivante. Moi, je suis plutôt partisan de dire il y a une première médiation, on l'arrête, on ouvre éventuellement une deuxième avec un autre service. Pour moi, ça répond plus en pratique aux intérêts du médier. On a à nouveau des questions sur quand déposer l'avis au niveau de la convention, etc. Mais ça, tu y as déjà répondu. Et Laetitia, j'espère qu'ici tu as eu la réponse à ta question par rapport au changement de médiateur. Ah oui, Maître Debray. C'est gentil. Je voudrais juste apporter une précision qui me semble intéressante pour la bonne compréhension. C'est qu'au niveau du fichier central des avis de saisie, un huissier, chaque avis, il y a un titulaire de l'avis qui est lié. Et seul le titulaire de l'avis peut le modifier. Et donc ici, j'ai un huissier de justice qui dépose un avis. Il est titulaire de l'avis. Il porte la responsabilité de l'avis et il porte la responsabilité de l'avis pendant toute la vie de l'avis. Et donc, c'est toute la problématique, effectivement, que M. Gallois soulève, c'est on ne va pas demander à un autre huissier de modifier l'avis. S'il le faut vraiment, la titularité doit être transférée au niveau de la Chambre nationale, qui sous-entend l'accord de l'ancien huissier et du nouvel huissier. Vous voyez, au niveau administratif, ça devient très très lourd, sauf lorsqu'il y a une reprise d'études par exemple un huissier qui prend sa pension, un nouveau qui arrive, ou les dossiers qui sont transférés chez un nouvel huissier ou un ancien huissier, peu importe. Eh bien, alors à ce moment-là, toutes les titularités sont transmises d'un seul bloc à l'étude suivante. Tout avis, il y a toujours un titulaire, il y a toujours un huissier en tant que tel. Donc le problème risque de se poser si vous commencez effectivement, par exemple avec un marché public, à vous adresser
suite au changement, à votre huissier titulaire ou détenteur ou attributaire plutôt du marché public, lui va vous dire, écoutez, non, je ne sais pas le faire, allez chez l'autre, le précédent. Et ça posera des questions pratiques, tout simplement. Merci. On a déjà bien dépassé le temps. Je pense qu'avoir répondu à l'ensemble des questions, ce qu'on peut vous proposer, c'est continuer à nous envoyer vos questions par mail aux différents partenaires. Les documents, comme chacun l'a déjà dit, vont évoluer. Donc, faites bien attention aux dates d'actualisation à chaque fois des documents que vous consultez. Il me reste à vous remercier tous au nom de tous les partenaires qui organisaient le webinaire. Merci. Merci, Maître Debray. Et, on se retrouve bientôt avec de nouvelles réponses, j'espère, à vos questions. Belle après-midi.